Cette histoire commence avec des images de vidéosurveillance prises à la sortie du Styx Nightclub, une boîte de nuit située à Glenrothes, en Écosse. Et sur ces images, on voit un jeune homme de 23 ans apparaître au petit matin du dimanche 3 novembre 2013, exactement à 2h02, après une soirée qui avait commencé normalement avec des amis et qui aurait dû se terminer comme beaucoup d'autres, par un simple retour à pied jusque chez ses parents. Ce jeune homme s'appelle Alan Bryant Jr. et ne rentre pas chez lui, il ne téléphone pas, il n'envoie pas de message, il n'emprunte pas le téléphone d'un ami comme il l'aurait fait d'habitude, il disparaît complètement après ces images, entraînant pendant de nombreuses années les théories et les rumeurs les plus folles qui tentent de répondre à cette question. Qu'est-il arrivé à Alan après 2h02 ? Alan Bryant Jr. est né en 1990. Il a grandi à Glenrothes dans le quartier d'Ednam Drive. Avec son père, Alan Bryant Sr., sa mère, Mary Deegan, et ses deux sœurs, Amy et Sophie. C'est un jeune homme très sociable, facile à vivre, apprécié, entouré, quelqu'un qui a beaucoup d'amis et qui, d'après sa famille, n'était pas du genre à chercher les problèmes. C'était un garçon poli, gentil, attentif avec les personnes âgées, quelqu'un qui aimait plaisanter, faire des farces, taquiner ses sœurs, passer du temps avec ses amis, des amis qui étaient souvent d'ailleurs chez lui, chez ses parents, parce qu'il vit chez ses parents. Il avait cette personnalité assez simple, assez chaleureuse, qui fait que beaucoup de gens semblaient l'aimer. Durant sa scolarité, Alan fréquente la Southwood Primary School, puis Glenwood High School, à Glenrothes toujours. C'est un passionné de football, il aime le Celtic FC. Il dépense son argent de poche pour aller voir des matchs à Glasgow et à 23 ans, il vit toujours chez ses parents, je vous l'ai dit, tout en envisageant de reprendre une formation ou d'entrer à l'université. Alan, c'est pas quelqu'un qui passe sa vie dehors ou qui sort en boîte de nuit tous les week-ends. Il sort seulement de temps en temps, peut-être aller quelques fois par an, et la plupart du temps, il préfère rester chez lui, recevoir ses amis, boire quelques verres tranquillement, jouer à la console, passer une soirée calme, sans que ça devienne quelque chose d'inquiétant. Et surtout, chose importante à savoir, quand Alan sort, il rentre toujours. Même s'il rentre tard, même s'il boit, même si la soirée se prolonge tard. Ses parents avaient l'habitude de l'entendre revenir aux premières heures du matin. Et si jamais il avait un problème, s'il n'avait plus de batterie ou s'il ne pouvait pas utiliser son propre téléphone, encore une fois c'est important, il trouvait un moyen de prévenir en empruntant le téléphone d'un ami par exemple, en envoyant un message ou en passant par Facebook. Le samedi 2 novembre 2013, Alan est plutôt de bonne humeur, il n'y a pas de tension particulière signalée à la maison, il semble content, enthousiaste, et en plus de ça, il se prépare à sortir, parce qu'il doit se rendre à une fête de fiançailles organisée pour un ami proche, ça se passe au Leslie Golf Club. Vers 20h30, Alan quitte le domicile familial, qui se situe encore une fois à Ednam Drive, avec son groupe d'amis habituel, et tous marchent tranquillement ensemble jusqu'au Leslie Golf Club qui se trouve à environ 2 km. Ils arrivent sur place vers 21h15 et d'après les témoignages, la soirée se passe plutôt bien. Il n'y a pas de dispute, pas d'altercation rapportée, pas d'incident mis en avant, juste une fête normale avec des amis, des boissons, une ambiance conviviale et Alan qui semble profiter de sa soirée. Vers minuit, la fête donc au Leslie Golf Club se termine. Il y a une partie du groupe qui n'a pas envie de rentrer tout de suite, ils ont envie de prolonger la soirée, donc ils décident de se diriger vers le Styx Nightclub. C'est une boîte de nuit qui est située sur Caskerberran Road, à Glenrothes toujours. Il y a une navette qui va les transporter, c'est un minibus, il transporte le petit groupe d'amis, direction le club, Alan est toujours avec ses copains. C'est un point important parce que depuis le début de la soirée, Alan n'est jamais seul, il part de chez lui
avec ses amis, il marche jusqu'au Leslie Golf Club avec eux, il passe la soirée avec eux, puis il repart encore avec eux vers le Styx. Pour l'instant, rien à signaler, il est toujours en groupe. Le lendemain matin, Alan n'est pas rentré chez lui. Et ça pose problème, ça pose question pour ses parents. Alors au départ, ses parents se disent qu'il a peut-être dormi chez un ami, qu'il est peut-être resté à une autre fête, qu'il n'a pas pu prévenir parce que son téléphone est cassé, on va en parler dans quelques secondes. Mais au fil des heures, l'inquiétude monte parce que je vous l'ai dit, Alan, il n'a pas l'habitude de faire ça. D'habitude, il prévient s'il a un problème. Il sait que ses parents, notamment sa mère, peuvent s'inquiéter assez rapidement. Les parents appellent ses amis. Ils appellent aussi des proches. Ils cherchent à savoir s'il est quelque part en sécurité, mais personne ne l'a revu. Personne ne l'a hébergé. Personne ne peut dire qu'il va bien. Et c'est là que sa disparition devient alarmante. C'est pour ça que dès le lundi matin, les parents se dirigent dans un poste de police pour signaler sa disparition. Et les enquêteurs prennent cette affaire, je dirais pas au sérieux rapidement, mais en tout cas, ils mènent quelques investigations. Et le plus important pour eux, c'est de prendre les témoignages de ses copains, de refaire le fil de la soirée, comme on vient de le faire, et puis surtout s'arrêter au dernier endroit où il est censé être allé, le Styx Nightclub. On sait, en tout cas les enquêteurs apprennent, qu'au Styx, la soirée a continué, après que le petit groupe ait pris la navette. C'est une boîte ce soir-là qui est très fréquentée parce qu'on est dans le week-end d'Halloween. Il y a beaucoup de monde dehors, beaucoup de gens qui sortent, qui circulent, qui passent d'un endroit à l'autre. Il y a une ambiance plutôt de fin de soirée assez chargée, comme dans beaucoup de boîtes de nuit, comme dans beaucoup d'établissements de nuit. Alan apparaît sur des images de vidéosurveillance, puisque le nightclub a une caméra qui donne à l'intérieur et qui donne à l'extérieur. On commence par les images de vidéosurveillance à l'intérieur du club. Regardez, on voit Alan en train de danser, acheter des boissons, discuter, plaisanter avec des clients, et au fil de la nuit, il semble de plus en plus alcoolisé. D'ailleurs, son père, plus tard, en voyant ces images, dira qu'Alan était ivre. Il était tellement ivre selon lui qu'il avait l'impression qu'il ne tenait plus vraiment sur ses jambes. Et quand on regarde les images de sa sortie, on comprend pourquoi cet état est devenu un élément important de l'affaire. Parce que Alan n'est pas simplement un peu joyeux ou fatigué, il semble vraiment diminué, désorienté, vulnérable. Et pourtant, il quitte le club tout seul, sans être accompagné par ses amis. Je rappelle ce point important, Alan n'a pas son téléphone portable sur lui puisqu'il a été cassé environ 2 semaines avant sa disparition. Il n'a pas non plus de carte bancaire ni d'argent liquide. Ça, c'est un peu étrange, sachant quand même qu'il savait qu'il sortait et quand on sort, on prend un peu d'argent sur soi, ne serait-ce que sa carte bancaire. Il n'a pas non plus son passeport et quand on s'attarde encore une fois sur les images de vidéosurveillance, ses parents confirment qu'il n'a pas sa veste sur lui, veste qu'il avait quand il est parti de chez lui. En fait, sa veste, il l'a laissée dans le club précédent. Les dernières images d'Alan sont donc celles-ci. À 2h02 du matin, il décide de quitter le Styx. Les images le montrent près de la sortie. Il semble parler très brièvement à un videur. Ensuite, il sort complètement. Et là, on le voit vaciller, presque perdre l'équilibre, avec ce moment précis qui a donné lieu à beaucoup de discussions après coup parce que certaines personnes ont eu l'impression qu'il avait peut-être été poussé ou déstabilisé par quelqu'un à un moment donné. Mais il faut rester assez prudent sur ce point parce que les images sont encore une fois des images pas forcément de très très bonne qualité. Il y a du monde ce soir-là, il fait nuit, on sait comment ça se passe dans les clubs ou à la sortie de certains clubs et encore une fois Alan est très alcoolisé. Sur ce que l'on peut voir publiquement, rien ne permet d'affirmer clairement que quelqu'un le pousse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'Alan sort seul du Styx, il n'est pas stable sur ses jambes, il regarde autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un ou comme s'il essayait de se repérer et il commence à marcher vers le Dance Hall Roundabout en direction de South Parks Road. Cette direction, c'est celle de son domicile qui se trouve à environ 1,6 km, estimé à une quinzaine de minutes de marche, mais cette direction peut aussi mener vers d'autres quartiers. Après cet instant,
Les images s'arrêtent et Alan Bryant Jr. ne sera plus jamais vu avec certitude. Il y a cette question avant tout qui est en suspens, et peut-être que cette question que vous vous la posez là à cet instant précis, question simple, pourquoi Alan est-il seul alors que durant toute la soirée, encore une fois, tous ses déplacements se sont faits avec son groupe d'amis, jusqu'au moment où il disparaît? Pourquoi là, à ce moment précis, il est seul? Où sont ses copains? Ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est pris la tête avec eux, qu'il s'est passé quelque chose durant la soirée. On sait que dans une boîte de nuit, souvent, on peut se perdre de vue. Certains peuvent, je sais pas moi, aller aux toilettes, aller fumer, rencontrer quelqu'un d'autre, et on n'est pas tout le temps avec ses copains. Mais pourquoi Alan a-t-il décidé de rentrer, en tout cas de partir tout seul? Est-ce que Alan a quitté le club parce qu'il voulait vraiment rentrer? Est-ce qu'il a quitté le club parce qu'il devait rejoindre quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu une dispute, encore une fois, ou un malaise avant son départ? Peut-être qu'il ne s'est pas senti bien, c'est possible. Est-ce que ses amis ont pensé qu'il rentrait sans problème? Est-ce que quelqu'un, dehors ou plus loin, l'attendait? On ne le sait pas, mais le fait qu'il sorte seul alors qu'il est dans un état où il aurait clairement eu besoin d'être accompagné reste l'une des grandes questions de cette affaire, mais on va y revenir. Très vite, la famille d'Alan a le sentiment que l'enquête autour de sa disparition ne démarre pas assez fort, pas assez vite en tout cas à leur goût, et surtout que des éléments importants ne sont pas exploités au bon moment. La zone où Alan est vu pour la dernière fois, c'est une zone fréquentée avec des commerces, des stations-service, des écoles, des bars, des établissements équipés de caméras, et en théorie, vous en avez l'habitude maintenant puisqu'on traite beaucoup de ce genre d'affaires, il aurait dû être possible de récupérer des images pour essayer de reconstruire son trajet après sa sortie du Styx. Le problème, c'est que les autorités n'ont pas récupéré ces vidéos assez rapidement. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas assez vite? Eh bien, il y a d'autres images qui viennent écraser les plus anciennes, et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc après les images du Styx, les potentielles traces vidéo du parcours d'Alan ont disparu. La famille reproche aussi aux autorités de ne pas avoir diffusé rapidement les images du Styx au grand public. Ces images qu'on vient de voir. Ces images-là ne sont rendues publiques, écoutez bien, que 7 mois après la disparition d'Alan. Et pour la famille, c'est beaucoup trop tard. Parce qu'à ce moment-là, les témoins potentiels, ceux qui étaient peut-être présents durant la soirée, ont déjà oublié une grande partie de leur soirée. Les souvenirs sont plus flous. C'est pour ça qu'à partir du 11 novembre 2013, la famille organise ses propres recherches. Il y a les proches qui sont aussi présents, il y a des amis. Tout le monde commence à distribuer de façon massive des affiches de la disparition dans Glen Rothes, dans tous les quartiers de la ville. Au total, 50 000 affiches sont distribuées. Ça montre à quel point la mobilisation est énorme et à quel point la famille refuse d'attendre passivement que les autorités continuent leur enquête. Des recherches sont organisées aussi dans les champs, les bois, les buissons, les ruelles, les terrains vagues et les zones proches de Glen Rothes. Il y a des points d'eau forcément qui sont fouillés, on reviendra sur ces points d'eau tout à l'heure, notamment la rivière Leven, mais aussi des étangs, des puits, des carrières et d'autres secteurs où Alan aurait pu finir s'il avait eu un accident. Le visage d'Alan est affiché partout. Il est affiché lors de grands matchs de football, lors de grands événements. Il y a un match de foot caritatif qui est organisé pour récolter de l'argent destiné aux recherches. Plus de 200 personnes participent à une marche à travers Glen Rothes. La famille va même jusqu'à louer un avion pour prendre des photos aériennes, des photos haute définition des environs, dans l'espoir de repérer quelque chose. Des choses que les recherches au sol n'auraient pas permis de voir. Ce qui rend cette disparition troublante, c'est tout ce qu'il se passe en fait après, et surtout tout ce qui tourne autour des rumeurs et des hypothèses. Première chose, la famille est donc remontée, vous l'avez compris, mais plus que ce qu'on pourrait le croire, elle est vraiment remontée contre la police parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas mises en place. À commencer par ce véhicule de police que les autorités auraient promis d'installer près du Styx Nightclub le week-end suivant la disparition. L'idée était simple, si un véhicule visible était placé devant le club, si des policiers étaient présents, si les gens comprenaient que la disparition d'Alan était prise au sérieux, eh bien peut-être qu'un témoin se serait manifesté, peut-être que quelqu'un se serait souvenu d'un détail
d'un groupe, d'une voiture, d'une phrase entendue cette nuit-là. Mais le véhicule est tombé en panne avant d'arriver et il n'y a pas eu de suite, il n'y a eu aucun véhicule devant le club. Autre chose qui pose question, selon la famille, c'est la vidéo du Styx Nightclub, qui est diffusée 7 mois plus tard. Il y a un truc qui ne va pas dans cette vidéo, selon le père d'Alan. Elle est plus courte et elle est montée. Alors que lui a vu des images plus complètes, c'est ce qu'il affirme dans les médias, des images dans lesquelles, écoutez bien, 2 policiers auraient parlé à Alan après la partie visible que vous avez vue, que j'ai vue. On a vu une partie qui a été montrée au grand public, mais le père d'Alan a vu autre chose, lui, il a vu la suite. Il explique que, en fait, dans ce clip que nous on a vu, il y a des extraits qui ont été coupés, que ça a été un petit peu monté, et que lui, dans ce qu'il a vu, Alan parle avec 2 policiers. Et ça, si c'est exact, ça veut dire que des policiers ont peut-être été parmi les dernières personnes à lui parler avant sa disparition. Pour quelle raison, dans ces cas-là, on n'a pas vu ces images ? Qu'est-ce qu'on veut cacher ? Les parents insistent vraiment sur cette séquence manquante, parce que pour eux, chaque dernier contact compte, et que si les 2 policiers ont bien parlé à Alan après sa sortie du Styx, il faut savoir dans quel état il était, ce qu'il a dit, où il allait, s'il semblait perdu, s'il était seul, et pourquoi ça n'a pas permis de mieux comprendre la suite de son trajet. L'une des grandes théories de cette affaire est celle que le père d'Alan évoque le plus souvent dans les médias. C'est qu'Alan ne serait pas rentré directement chez lui, en tout cas, il n'aurait pas pris la direction du domicile de ses parents, mais qu'il aurait rejoint une fête privée dans une maison locale. Selon cette hypothèse, après avoir quitté le Styx, il aurait été invité dans une party, donc dans une maison, une house party comme on les appelle, et quelque chose se serait produit à l'intérieur. Alan Bryant Sr., le père d'Alan, pense qu'un petit groupe de personnes sait ce qui est arrivé à son fils, peut-être une dizaine de personnes, et que ces personnes gardent le silence, par peur, par loyauté, par pression peut-être, ou parce qu'elles sont directement impliquées. Les parents ont aussi évoqué l'existence de messages entre 2 personnes qui auraient parlé d'une fête et affirmé qu'Alan était présent à cette fête, ainsi que des rumeurs autour des cris ou d'événements étranges survenus à un endroit précis. Ce qui rend cette théorie persistante, c'est qu'elle pourrait expliquer plusieurs choses. Pourquoi Alan ne rentre pas chez lui malgré la courte distance ? Pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé ? Pourquoi des rumeurs circulent depuis des années ? Et pourquoi la famille a l'impression que la vérité est connue, mais est connue dans un cercle très fermé ? Il y a aussi un détail qui marque beaucoup son père. Selon lui, les amis d'Alan avaient l'habitude de publier beaucoup de photos de leurs soirées sur les réseaux sociaux, surtout quand ils sortaient ensemble, quand ils prenaient le temps de s'habiller. Mais ce soir-là, il n'y a aucune photo sur les réseaux sociaux. Elle semble même avoir été effacée. Pourquoi d'habitude ils publiaient des photos, et beaucoup de photos, des stories, et pourquoi là, il n'y a absolument rien ? En 2017, les autorités fouillent une maison située à Barton Place. C'est un secteur qui est évoqué dans le cadre des recherches liées à la disparition et qui pourrait être en lien avec la fameuse théorie de la fête privée ou d'un lieu où Alan aurait pu se rendre après le Styx. Cette fouille va durer 5 semaines. Pendant 5 semaines, les habitants ne peuvent pas retourner dans leur maison. Cette durée de 5 semaines, c'est énorme. Ça frappe les personnes qui suivent l'affaire, parce qu'une fouille aussi longue dans une habitation, ça donne l'impression que les enquêteurs ont quelque chose de sérieux à vérifier. Mais à la fin, rien de déterminant n'est annoncé. Il y a eu cette fouille, ça a duré 5 semaines, mais on ne sait absolument pas ce qui a été trouvé. Il n'y a rien qui a été communiqué. Pourquoi fouiller une maison pendant 5 semaines si rien n'est trouvé ? Ça paraît illogique. Et surtout, qu'est-ce qui justifiait au départ une opération aussi longue ? Pourquoi cette maison ? Est-ce qu'ils ont eu des informations ? Est-ce qu'ils ont eu un appel anonyme ? Quelqu'un qui les a renseignés ? C'est possible. L'autre grande hypothèse, celle qui revient souvent dans les disparitions après une soirée alcoolisée, et celle que je vais retenir moi dans cette disparition, et j'attendrai vos avis en commentaire, c'est l'accident. Alan aurait pu se tromper de chemin, tomber, se blesser, finir dans un point d'eau ou dans un endroit difficile à repérer.
La rivière Leven a été fouillée, évidemment, d'autres points d'eau aussi, on l'a dit. Les recherches se sont étendues à des zones boisées, des terrains vagues, des carrières, des puits et différents secteurs où un jeune homme alcoolisé aurait pu finir par accident. La famille, elle, rejette largement cette hypothèse. Elle pense qu'Alan connaissait la zone, que le trajet vers son domicile était court, que le secteur était fréquenté et qu'au bout de toutes ces années, si Alan était effectivement tombé quelque part dans un périmètre aussi limité, quelque chose aurait fini par être retrouvé. C'est pas faux. Mais moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est l'état d'Alan quand il est sorti du Styx. Clairement, il est alcoolisé, il tient à peine sur ses jambes. On sait qu'il y a des points d'eau très importants à proximité et on en a vu des accidents de ce type, malheureusement. Il y a un autre élément qui revient, notamment sur Internet. Quand on parle de la disparition d'Alan Bryant, on parle de ce qui s'est passé quelques semaines avant les faits. Alan aurait été impliqué, ça a été confirmé par ses parents, dans un incident où la vitrine d'un magasin a été brisée. D'après ce que son père explique dans certaines interviews, l'incident pourrait avoir été accidentel. Il n'a pas les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est passé, mais pour lui c'était accidentel, lié peut-être à une situation confuse avec d'autres personnes. Mais Alan se retrouve tout de même poursuivi pour vandalisme, et il doit comparaître au tribunal 2 jours après sa disparition. J'ai mis du conditionnel sur cet incident en disant que c'était potentiellement accidentel, c'est ce que disent ses parents, c'est ce qu'explique encore une fois son père lors des interviews. Mais pourquoi dans ces cas-là, Alan a-t-il été accusé de vandalisme et pourquoi devait-il comparaître au tribunal 2 jours après sa disparition ? Ça veut très certainement dire qu'il y a des preuves qui montrent que ce qui s'est passé, que cette vitre brisée n'est pas un accident, n'est pas un incident isolé, c'est quelque chose qui vient en conséquence peut-être d'une dispute avec une autre personne, peut-être d'une situation où Alan était un peu alcoolisé. Bref, il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Il n'a pas été condamné, poursuivi sans raison. En tout cas, certaines personnes ont spéculé autour de cet incident, expliquant qu'Alan aurait pu disparaître volontairement pour éviter cette comparution. Mais cette hypothèse est très peu convaincante pour sa famille. Alan, encore une fois, n'avait pas de passeport sur lui, pas d'argent, pas de téléphone fonctionnel, pas de veste. Il était très proche de ses parents, de ses sœurs. Difficile d'imaginer que, pour une simple vitre brisée, il ait abandonné toute sa famille. En revanche, cet incident nourrit une autre théorie beaucoup plus sombre, selon laquelle Alan aurait pu se retrouver mêlé, même indirectement, à des personnes plus dangereuses, ou aurait pu devenir gênant pour un groupe qui craignait qu'il parle de certains faits ou de certaines fréquentations. Certains pensent aussi que le fait que son téléphone se soit cassé environ 2 semaines avant sa disparition peut être totalement banal, mais d'autres se demandent si ce téléphone ne contenait pas quelque chose ou si quelqu'un n'avait pas intérêt à ce qu'il ne soit plus utilisable. Parlons aussi des rumeurs autour de la criminalité organisée. Alan Bryant Sr. a déjà évoqué la possibilité que son fils ait fréquenté, en marge de ses bons amis, un groupe un peu plus trouble, potentiellement lié à une criminalité locale. Ça, on l'apprend au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de présenter Alan comme un criminel, évidemment, parce que rien dans les éléments publics ne permet d'affirmer ça, mais son père, encore une fois, pense qu'il a pu, c'est vrai, se retrouver au contact de mauvaises personnes, ou qu'il a pu être entraîné dans une situation qui l'a dépassé. Cette théorie se mélange parfois avec celle de la fête privée. Alan aurait pu être attiré vers une maison, ou rejoindre une soirée où certaines personnes étaient présentes. Il y a eu peut-être une altercation, un accident, ou un acte violent, avant que le corps ne soit dissimulé, et que les personnes présentes gardent le silence. Ce qui est sûr, c'est que la famille pense que certaines personnes savent ce qui s'est passé et que la réponse se trouve certainement dans le public, chez quelqu'un qui a vu, entendu ou appris quelque chose, mais qui n'a jamais osé parler. Il existe aussi une hypothèse plus simple, mais tout aussi inquiétante. Alan aurait croisé la mauvaise personne au mauvais moment. Il sort seul, il est ivre, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de veste, il marche dans la nuit.
Il devient une cible facile pour quelqu'un qui cherche à provoquer, voler, agresser ou profiter de sa vulnérabilité, c'est possible. Comme si la disparition d'Alan ne suffisait pas, sa famille doit aussi, au fur et à mesure des années, faire face à des comportements cruels. Il y a des personnes qui, au fur et à mesure du temps, encore une fois, envoient des messages, des lettres anonymes, des affirmations macabres. Certaines prétendent savoir où se trouve Alan. D'autres affirment savoir où se trouverait une partie de son corps. Et plusieurs pistes se révèlent être des canulars. La famille est aussi harcelée par des médiums autoproclamés ou des passionnés de true crime qui publient des vidéos et des théories sur Internet, parfois en taguant directement les proches, avec des scénarios horribles, des descriptions violentes et des affirmations sans aucune preuve. Alan Bryant Sr. explique que ces gens prétendent avoir des visions, qu'ils disent savoir ce qui est arrivé à son fils, mais qu'en réalité, ils ne font qu'ajouter de la douleur à une famille qui vit déjà avec l'absence depuis plus de 10 ans. Quand on parle du cas d'Alan, il faut aussi parler de cet internaute qui s'appelle Stewart McElhenroy. C'est un internaute qui, très certainement, n'est pas bien dans sa tête, a prétendu sur Facebook avoir torturé et tué Alan. Il a prétendu ça auprès des membres de la famille. Il a contacté les parents en disant « c'est moi qui ai fait ça ». Il a été emprisonné à 2 reprises d'ailleurs puisqu'il a recommencé. Pour la famille, ce genre de message est insupportable parce que même lorsqu'il s'agit d'un mensonge, même lorsqu'il s'agit d'un troll, lire quelqu'un affirmer qu'il a tué votre fils ou votre frère, c'est une violence incroyable, inouïe. En plus des témoignages, il faut aussi parler des fausses pistes dans cette affaire, comme en 2020 par exemple, un explorateur urbain découvre des restes humains dans un bâtiment abandonné de Glen Rothes, et forcément, tout le monde pense immédiatement à Alan. Le problème, c'est que, après des analyses, on découvre qu'il s'agit d'un autre homme, qui s'appelle In Coutts, qui a été victime d'un homicide sans lien avec la disparition d'Alan. Depuis cette fameuse nuit, la famille Bryant vit dans une attente permanente. Mary Deegan, sa mère, explique que les années qui ont suivi ont été un enfer, que les dates importantes comme les anniversaires, Noël, la fête des mères ou la fête des pères sont devenues des moments très difficiles parce que tout rappelle l'absence d'Alan. À l'approche de ce qui aurait dû être son 32e anniversaire, elle confie d'ailleurs qu'elle n'a même pas envie de sortir du lit parce qu'elle imagine ce que la vie de son fils aurait pu être. Peut-être une vie de famille, peut-être des enfants, peut-être un avenir normal, pendant que ses amis d'enfance continuent leur vie et que lui reste figé à l'âge de 23 ans. Ses sœurs, Amy et Sophie grandissent aussi avec cette disparition. Au moment des faits, par exemple, Amy est encore adolescente, Sophie, elle, est encore une enfant. Et toutes les deux doivent vivre avec les recherches, les affiches, les appels à témoins, les fausses pistes, les rumeurs, les dates d'anniversaire et l'absence de leur frère. Dès le premier anniversaire de la disparition en 2014, la famille a organisé une veillée aux bougies devant le Styx Nightclub avec environ une centaine de personnes pour rappeler qu'Alan est toujours porté disparu et que son visage ne doit pas disparaître de la mémoire des gens. En novembre 2024, pour le 11e anniversaire, Marie retourne devant le club avec ses filles et 2 nièces qui sont nées depuis pour accrocher des ballons en forme de cœur, un pour chaque année passée depuis la disparition. Avec les années, la famille garde aussi Alan à travers des objets. Ils ont déménagé plusieurs fois depuis la disparition, mais ils ont conservé des memory bears, des ours fabriqués à partir des vêtements d'Alan. Et Amy a même découpé un morceau de papier peint de la chambre de son frère pour garder avec elle une partie de son univers. Alan Bryant Sr. fait aussi recouvrir sa voiture avec des photos et des affiches de disparition de son fils pour que le visage d'Alan continue d'être vu dans la rue, sur les routes, partout où il passe. Il publie régulièrement sur les réseaux sociaux, il partage des messages, des vidéos, des informations sur les recherches. Il répond aux gens, il continue de répéter qu'il ne lâchera jamais. Et beaucoup de personnes qui suivent l'affaire disent que si elles disparaissent, elles voudraient quelqu'un comme Alan Sr. pour les rechercher. De son côté, la police écossaise répète que l'enquête reste ouverte et que chaque information transmise est étudiée, mais elle indique aussi qu'à ce jour, rien ne permet de démontrer formellement une criminalité
dans la disparition d'Alan. La famille, elle, n'arrive pas à accepter l'idée d'un simple accident ou d'une disparition sans intervention extérieure. Alan Bryant Sr. est convaincu que son fils a été assassiné et il affirme depuis des années que des personnes savent ce qui s'est passé, mais n'ont jamais parlé. En 2025, 12 ans après la disparition, il répète encore qu'il ne renoncera jamais, qu'il veut ramener son fils à la maison et que, s'il y a des responsables, ils doivent répondre de leurs actes. Pour lui, les réponses ne sont probablement pas dans une nouvelle théorie en ligne, ni dans les messages de médiums, ni dans les rumeurs sans fondement, mais dans la mémoire ou la conscience d'une personne qui sait quelque chose depuis cette nuit-là. Aujourd'hui, les principales hypothèses restent ouvertes. La première, c'est l'accident. La deuxième hypothèse, c'est la mauvaise rencontre. Alan aurait pu croiser quelqu'un à la sortie du Styx. La troisième, c'est la fête privée, qui est avancée notamment par ses parents. Et la quatrième, elle est plus liée aux rumeurs locales, celle qu'Alan aurait pu être mêlé malgré lui à des personnes dangereuses, peut-être à cause de certaines fréquentations ou de l'incident de la vitrine survenu quelques semaines avant sa disparition. Mais là encore, rien de public ne permet de confirmer cette hypothèse. Alan a donc disparu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013. Il est à quelques minutes de chez lui, il n'a pas de veste, pas de passeport, pas d'argent important sur lui, il est alcoolisé, vulnérable, et après quelques secondes de vidéo, il disparaît complètement. Depuis, sa famille le cherche. Que lui est-il arrivé ? Juste après 2h02 ? Et pourquoi personne jusqu'ici n'a permis à sa famille de le ramener à la maison ? Il y a cette phrase pour terminer cette vidéo prononcée par son père dans un hommage sur les réseaux sociaux qui résume la douleur dans laquelle la famille vit depuis cette fameuse nuit-là. Je vois ton beau visage des centaines de fois par jour. Je ne peux pas te toucher, je ne peux pas te parler. Chaque année qui passe, je sens mon âme se vider. C'est un endroit sombre, Alan. C'est un endroit solitaire. Je t'aime et tu me manques chaque jour, Alan. Chaque jour ressemble exactement au jour précédent. La douleur est toujours là. Il n'y a aucune échappatoire à cela tant que nous ne saurons pas ce qui t'est arrivé. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'avais très envie de vous la partager parce que vous savez que j'ai beaucoup d'intrigues, j'ai beaucoup d'intérêt pour ces histoires de disparition qui nous laissent en suspens parce que tout dans cette histoire nous laisse en suspens. On a ces dernières images et on n'a plus rien, juste des hypothèses, juste des théories. Je vous ai donné mon sentiment. Je pense que malheureusement, comme beaucoup d'affaires de ce type, il y a eu un accident. C'est vrai qu'Alan, sur ces images, est très alcoolisé. Il tient pas sur ses jambes. Pour moi, il est tombé quelque part, mais on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé de traces, on n'a pas trouvé son corps. Maintenant, tout est ouvert avec tous les éléments que je vous ai donnés, parce que je vous ai partagé tous les éléments que l'on a sur cette disparition, les hypothèses, les rumeurs, les théories, ce qu'on sait sur ce qui s'est passé quelques semaines avant, sur le fait qu'il a eu un incident avec cette vitrine, tout ce qui a été publié en tout cas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées par la police, parce qu'il y a cette séquence de vidéosurveillance manquante selon les parents d'Alan. Nous, on n'a jamais vu la vidéosurveillance en entier, on n'a que ces images qui ont été publiées publiquement, mais c'est vrai que certainement les autorités ont peut-être d'autres images en leur possession. Pourquoi dans ces cas-là, tout ça a été coupé. On ne le saura peut-être jamais malheureusement, ou peut-être que, comme dans beaucoup d'histoires, on aura d'autres infos dans quelques années. Et évidemment, je vous tiendrai informé si je continue les vidéos d'ici là. Peut-être que dans quelques années, je serai parti sur autre chose. Dans tous les cas, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. J'attends vos avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.